fondatrice de l'Association des nounous-d'îles de France en 2010, fondatrice de l'association Le Woroba de la lutte contre la non-scolarisation des petites filles en Côte d'Ivoire en 2011, fondatrice de l'association de défense des droits des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire, aujourd'hui chevalière de l'ordre du mérite français, officier de l'ordre du mérite ivoirien. Elle est également ambassadrice universelle de la paix et son domaine est l'expertise des droits des femmes et de la garde d'enfants. Sylvie Fofana est la personnalité publique qui nous rejoint dans notre entrevue de ce jour. Bienvenue sur Jolie des Mag TV. Faites surtout bien de rester en notre compagnie. Chers amis de Jolie des Mag TV, aujourd'hui nous parlons leadership. Nous sommes avec une femme leader qui est très engagée pour la cause des femmes et pour la cause de l'enfant. Nous la recevons aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour Faïm. Alors comment est-ce que vous vous présentez à nos chers amis? Alors je suis madame Sylvie Fofana. J'ai vécu 25 ans en France où j'ai été syndicaliste là-bas. Et après, je suis revenue cette année m'installer en Côte d'Ivoire. Le peu que j'ai appris en France, j'ai eu envie de venir le mettre au service de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs ivoiriens. Donc, je suis Sylvie Fofana, celle qui se bat pour les laisser contentes de la société, celle qui se bat pour les travailleurs de notre vie, celle qui se bat, je dirais plutôt, les employés familiaux. Alors, moi je commencerai par dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce angle au niveau du combat social? Pourquoi ça tarde sur la femme, sur l'enfant? Alors, j'ai été... vous savez, quand on arrive en France pour la première fois, le premier boulot qui s'offre à nous, en général, pour la femme, ce serait la garde d'enfants, et pour les hommes, ce sera vigile, agent de sécurité. Et donc moi, le premier boulot que c'était faire à moi, c'était garde d'enfants à domicile, que j'ai exercé en 95, pardon, parce que je suis arrivée en France en 92, tout en étant enceinte de 4 mois de ma fille. Donc on dit, famille pendant le week-end, mais ça, je ne trouve pas d'inconvénient, mais la nounou n'a pas le droit de faire tourner l'enfant. Vous voyez, quand
quand on arrive le matin, sur notre lieu de travail, et que tout s'est très bien passé, et qu'on retourne chez nous, la tête tranquille, on s'est dit, oh Seigneur, merci, merci pour cette belle journée. Vous voyez, on n'est pas bien quand on est garde d'enfant. On est tout le temps inquiet. On peut avoir des yeux devant soi, des yeux derrière soi, des yeux à droite, des yeux à gauche. Il faut toujours veiller sur l'enfant. Alors, est-ce qu'il peut arriver des fois où on est tellement attaché à un enfant qu'on ne peut surtout pas perdre son emploi? Mais même quand on laisse un emploi, on reste toujours attaché à l'enfant. Oui, oui. Vous savez, quand on exerce le métier de garde d'enfant, déjà, il faut qu'on soit préparé en y allant. Parce que dès que l'enfant a 3 ans, c'est-à-dire l'âge de la maternelle, en général, les parents vous disent merci. En général, rares sont les noms qui restent 10 ans, 15 ans au service d'une famille. Et donc, quand on va travailler, on s'est dit, dès que l'enfant a 3 ans, il y a de fortes chances qu'il parte à l'école et que la famille le libère. Donc, une fois qu'on est préparé à ça, en général, on arrive à s'y faire. Mais, comme nous sommes des êtres humains, il y a des enfants, on va s'attacher à eux, Au moment de la séparation, forcément, on aura une larme à l'œil. C'est ce qu'on va laisser. C'est un métier humain. C'est un métier où on donne le meilleur de soi, on reçoit beaucoup. Parce qu'on en fait, on en pense de donner le meilleur de tout. Alors, est-ce qu'il y a des aptitudes requises pour garder un enfant? Alors, en général, nous les Africaines, les familles françaises, surtout sont assez maternelles. Oui, peut-être qu'on a pris l'habitude de s'occuper de nos petits frères et de nos petites sœurs. Mais moi, je dis toujours aux nonos en France, c'est pas parce que vous avez eu l'habitude de garder vous-même vos enfants que vous pensez que c'est la même chose avec l'enfant d'autrui. C'est complètement différent. Alors, quand on garde l'enfant d'autrui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, qu'est-ce qui est différent en fait? Très bien. Quand on a nous, notre enfant malade, on va prendre un antipyrétique, on va lui donner c'est à la fièvre. Mais l'enfant d'autrui, ne vous permettrez pas de lui donner le moindre médicament sans avertir la famille. Dès que l'enfant est bien, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone, d'appeler les parents. Et avant que les parents quittent le domicile, sachez où se trouve le carnet de santé. C'est très important. D'accord, la première aptitude, savoir où on garde le carnet de santé et surtout ne pas prendre de décision sans aviser les parents. C'est pas notre enfant, avec notre enfant, on a la facilité de dire ah ben c'est tel symptôme, c'est tel symptôme. Mais avec l'enfant d'autrui, ça peut facilement tourner au vinaigre. Il faut toujours se référer aux parents. Carnet de santé, voilà. le téléphone du médecin, le médecin de famille, le premier D'accord. Et l'aptitude morale? L'attitude morale, c'est inspirer confiance. Hein. Il faut que l'employé vous fasse confiance. Et pour qu'on vous fasse confiance, il faut que vous-même vous montrez aux parents qu'on doit vous faire confiance. Il ne faut pas voler. Parce que vous avez vu un billet tomber par hasard, vous allez dire, oh, je vais l'embaucher. Non, non, parce qu'il y a des familles qui vont vous mettre à l'essai, qui vont vous mettre, qui vont voir votre tester votre foi. Moralité. Hein, voilà. Donc, il faudra faire attention aux affaires des autres. Il ne faut pas faire ce qui ne vous appartient pas. Parce que les familles vous font confiance, elles partent de leur domicile, on confirme leur domicile. Il ne faut pas faire entrer n'importe qui sur votre lieu de travail sans informer la famille. Alors, est-ce en général, peut-être qu'on a d'un côté un membre de la famille, on va dire soit monsieur ou madame qui est pour nous, et si est-ce qu'on se trouve dans des situations où, par exemple, madame nous fait confiance, monsieur ne nous fait pas confiance, ou vice-versa? Alors, en général, en France, le monsieur, lui, il va se mettre à l'écart. La relation se passe plutôt entre la nounou et la maman. Et le monsieur, lui, intervient quand il s'agit de licenciement. Quand on parle de licenciement, le monsieur vient, il vient expliquer la nounou en matière de licenciement, voici, vous avez des licenciements, vous avez le droit. Mais sinon, la relation se passe en général entre la nounou et la maman. Le monsieur, il est pratiquement sans. Y a-t-il un âge assez difficile quand on mène l'enfant, je vais dire de 0 à 3
3 ans, de 3 à 5 ans. Quel est l'âge le plus difficile à supporter quand on garde des enfants? L'âge le plus difficile, c'est quand l'enfant commence à marcher, il commence à bouger dans tous les sens. Sinon, dès que l'enfant a 3 mois, vous savez, un bébé, ça dort beaucoup à cet âge-là. Mais dès que l'enfant commence à marcher à 4 pattes, bah, ça devient difficile parce que vraiment, comme je disais tantôt, il faut avoir les yeux derrière, les yeux devant, les yeux à droite, les yeux à gauche. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où l'enfant s'attache plus à la nounou qu'à la maman? Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est normal, vous savez, s'occuper d'un enfant, c'est pas s'occuper du jardinage. Ce sont des êtres humains qui ont des sentiments. Donc l'enfant va s'attacher forcément à la nounou. Mais c'est à la nounou de savoir faire la part des choses. Moi, j'ai vu des enfants m'appeler maman. Je leur ai fait comprendre que je n'étais pas la maman et que j'étais une maman entre griffes, une maman remplaçante, une maman de substitution. Mais je n'étais pas la maman. Donc il ne fallait pas que l'enfant m'appelle. Dès la base, voilà, il faut savoir, comment on appelle ça, expliquer à l'enfant que vous n'êtes pas sa maman, vous occupez de lui, mais que maman est là. Parce que sinon, si l'enfant s'attache trop à vous, c'est normal que la maman soit jalouse. Parce qu'il faut dire que le sentiment que nous partageons tous en tant qu'être humain, c'est la jalousie. Alors de là, après avoir exercé, vous êtes fondatrice de l'association des nounous d'Île-de-France en 2010. Comment est-ce que ça se fait? Votre parti? Alors vous savez, je vais vous dire, en France, les gardes d'enfants sont en général des Italiens. Pourquoi? Pourquoi? Je ne saurais pas. Peut-être que avant de partir en France, j'appelle ma soeur. Ah tiens, ma soeur Amélia, j'ai trouvé du boulot parce que j'ai trouvé mieux, donc viens, tu vas me remplacer. Moi, je pense que ça a dû être comme ça. Je peux me tromper. Voilà, je pense que ça, le bouche à oreille fonctionnant, il y a un réseau qui s'est créé, je pense que c'est ça. N'est-ce pas que les Ivoiriens aussi sont très maternels? Les Africaines. Les Africaines surtout. Ouais, les Africaines gauloises sont maternelles. On trouve que les familles françaises, ce sont elles qui le disent, les familles françaises trouvent que les maternelles sont plus dures avec les enfants. Les Africaines gauloises sont En cette potentialité. Alors, d'où part l'idée de créer une fondation de l'association des nounous, surtout en France? Tout à fait. Comme je disais tantôt, dans ce métier-là, en tout cas à l'époque, en 2009, 2010, les nounous étaient des Ivoiriennes. Donc, quand j'allais promener les enfants, quand j'avais la garde dans le parc, je les voyais se plaindre. Se plaindre des conditions de travail. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait aucune structure pour les encadrer. Alors, je leur ai dit, il faut envoyer 17 textos, 17 SMS à 17 000. Les Ivoiriens. Je leur ai dit, mes filles, vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on se prenne en charge, qu'il est temps qu'on réfléchisse à nos conditions de travail. Et donc, 16 nounous ont répondu par l'affirmative. Il n'y en a qu'une seule qui m'a dit, Sylvie, je ne vois pas l'utilité de créer une association parce que nous avons une convention collective. Il suffit d'aller la lire, la comprendre pour pouvoir défendre, pouvoir se défendre. Et j'ai dit à cette fille, cette Ivoirienne, je lui ai dit, ma chérie, toi, tu as peut-être la chance de pouvoir déchiffrer les dispositions de cette convention collective, les articles de cette convention collective. Mais je ne crois pas que cela soit possible pour d'autres. À la portée de tous. Merci. Je ne pense pas que cela soit à la portée de toutes les autres nounous. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait le bon. Et donc, les 16 nounous l'ont encouragé. Et comme créé l'association de nounous de France, on l'a déclaré à la préfecture de police de Paris. Et chaque mois, le dernier samedi de chaque mois, on se retrouve à la maison des associations à Paris 15e, où j'habitais à l'époque, où j'habite toujours d'ailleurs, et on va organiser nos réunions d'information, nos réunions pour expliquer aux filles leurs droits, mais leurs obligations. D'accord. Quelles étaient les causes en général? Et je vous assure que ces réunions étaient les vraies par loi. Les filles, elles avaient la possibilité de se vider, de parler de leurs conditions difficiles de travail. Il y en a qui ont fait des fausses couches. Elles n'osaient pas se porter à leur mari, de peur d'être jugées, ou à leurs amis. Mais le fait de voir d'autres nounous comme elles, qui pouvaient partager leur désespoir, leurs difficultés, elles se sont dit, waouh, on peut parler. Waouh. Et là, tout le monde était apte à... Quelle était la première condition? Il fallait être nounou? Il fallait être nounou. Et les clauses? Alors, il fallait être nounou et il fallait cotiser. À l'époque, c'était 10 € de cotisation annuelle. Parce que je faisais des photocopies. Il faut dire qu'on n'avait pas de bureau. Donc, mon appartement était devenu le bureau. Donc, quand je finissais mon travail à 19h, je les recevais chez moi par dizaines, parfois
fois, je vais recevoir chez moi à 19h30, et parfois jusqu'à 23h, même au-delà. Et je vais respecter leur temps. Et venir avec leur fiche de paie, je leur disais, voici tes heures supplémentaires pour tes employeurs. Je vais respecter le pays là-bas. J'ai la fiche de paie. Alors, est-ce qu'il y a eu des histoires pendant toutes ces années où vous avez été à la tête de cette fondation? Il y a eu des histoires qui vous ont marqué? Alors, les histoires qui m'ont marqué, ce sont des nouveaux qui ont travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont devenus âgés. Je les vois arriver en boitant. Je les vois arriver mal en point. Elles ont donné le meilleur de leur travail. Et je vois qu'elles sont de l'injustice vis-à-vis des employés. À quel niveau? Elles sont licenciées et les droits ne sont pas pris. Elles sont licenciées parce que l'employeur ne veut pas payer les indemnités de licenciement. L'employeur va les accuser de fraude. Et quand on analyse profondément leur dossier, on se rend compte qu'ils ont fait beaucoup de justice. Et ça, j'hésitais pas dans ce cas-là. Téléphoner à cet employeur, parce qu'en général, quand il a compris, il faut adresser et recommander avec accusé de réception. Mais je trouvais ça trop long. Selon la procédure administrative. Parce que je connaissais comme une elle avait donné le meilleur rôle. Je me disais qu'elle n'avait pas le temps de la juger, de la traiter de la sorte. Donc je prenais immédiatement mon téléphone et je parlais aux employeurs et des solutions immédiatement. Donc quand je voyais cette commune ressortir du bureau avec le sourire jusque-là, la banane, comme on dit, il y avait une certaine satisfaction particulière. Alors, Madame Sylvie Fofana, en 2011, on parle également de la lutte contre la non-scolarisation des petites filles en Côte d'Ivoire et au sein de l'association Le Woroba. Alors, le Woroba, c'est le district du Woroba qui regroupe Makono, Séguéla, Touga et Kali. Je suis originaire de Makono moi-même. Et en fait, j'ai été confrontée à des difficultés intellectuelles par rapport au menus en France. Vous revenez en quelle année déjà? 2011, en fait, je ne suis pas venue m'installer, mais chaque année, je viens en vacances. Et donc, en France, je me rends compte que beaucoup de menus ne sont pas allés à l'école. Donc, je me dis, les petites filles aujourd'hui, ce sont ces menus-là qui vont les deux. C'est le moment de ne sont pas les intellectuels, sont des papas. Soin de les scolariser. Et donc, c'est là où j'ai créé l'association, le Woroba. Et je viens offrir aux scolaires, ni les petites scolaires, avec les petites filles. Je m'en commence, c'était la toute bataille. Et j'ai même une campagne pendant 3 jours de sensibilisation en disant aux parents, vous devez avoir des petites filles. Parce que les petites filles, on est des présidents autour de nous. Oui, effectivement. Et cette sensibilisation, était-ce dans votre dialecte ou bien... Oui, oui. Ah, donc vous parlez très bien. Oui, je parle très bien le Boyaka. Mon père est Boyaka, père à son âme. Ma mère aussi, père à son âme. Et mes parents sont Boyaka et je suis Boyaka et je parle le Boyaka. Alors, est-ce qu'il y a eu un suivi où aujourd'hui vous pouvez, de cette association, ressortir des jeunes filles aguerries, sinon qui ont su tracer leur chemin? Alors, je ne dirais pas qu'il y a eu, il n'y a pas eu trop de suivi parce qu'entre-temps, j'ai été occupée ici aussi. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour dire que civil était entre C'est à 3 activités. à plusieurs activités en même temps. Et quand on n'est pas assez sécondé, on a du mal parfois. Il y a un équilibre entre tout ça. Donc je fais même la plupart. Je n'ai pas pu repartir dans les activités. Mais je pense que Alors, on parle du syndicat professionnel des gardes d'enfants en domicile en avril 2012. Alors, lorsqu'on a créé l'association des domiciles de France et qu'on a adressé le courrier à des employeurs, il y en a qui nous ont baladé, nous ne connaissons pas aussi. Alors qu'un syndicat, c'est complètement différent. Un syndicat, c'est plus fort. C'est hard, on dirait. C'est l'étape suivante, c'est plus... C'est plus hard, c'est plus forcé, on va dire. Et qu'une association.
l'association. Donc, Là, on milite avec ferveur. Voilà, tout à fait, avec rigueur. Donc, quand on crée le syndicat, tout de suite, on rejoint l'UNISA qui est l'Union nationale des syndicats autonome en France, qui est un grand réseau de syndicats. Donc, on rejoint l'UNISA et l'UNISA nous donne des bureaux à la bourse du travail à Paris 10e, où nous sont actuellement. Et aujourd'hui, le syndicat a été repris par ma fille. Je suis enceinte du cadre de mon enfant en France et cette fille aujourd'hui, je lui ai donné la fibre syndicale. Et c'est elle qui gère le syndicat des auxiliaires parentales en France à la bourse du travail. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand on a passé le flambeau à sa fille? Comment on se sent? En fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas se reposer sur les lauriers en disant le combat est terminé. Parce que je continue le combat ici. Mais le fait de savoir que ma fille a pris la relève en France, oui, il y a une satisfaction totale. Mais en même temps, je la regarde, je me dis, tu as choisi une voie facile, ne baisse pas le bras, je suis toujours à côté à côté de conseils. Alors, quand on regarde sa fille, est-ce qu'on a, on va dire, un prolongement de soi-même? Oui, bien sûr, bien sûr. Madame Sylvie Fofana, on va juste se lever un peu marcher, D'accord, histoire de se détendre. Voilà, c'est de gonder les jambes. Merci. On est resté très longtemps assis. Alors, vous êtes également fondatrice de l'association de défense des droits des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Comment est-ce que cela s'est passé? Alors, comme je disais, quand on part à l'étranger, pendant de nombreuses années, où je suis restée 25 ans en France, alors je me suis dit, pourquoi ne pas revenir dans ses ancêtres, et puis que ce qu'on a appris de l'autre côté, c'est le meilleur pour le service de nos enfants, de frères et sœurs, Alors, la même association en France, ici en Côte d'Ivoire, quelles sont les réalités spécifiques à la France et celles de la Côte d'Ivoire? Alors, déjà en France, on ne peut pas faire travailler l'employé familial. Moi, je dirais plutôt employé familial que non domestique. Parce que domestique, c'est réducteur. Domestique, c'est rabaissant et tout ça. Donc, voilà. Okay. Et comme ils sont en train de faire la promotion de ces métiers-là, employé on peut utiliser employé familial. Employé familial. On va y arriver. Alors, les employés familiaux en France, vous n'avez pas le droit de les faire travailler sans le payer au SMIC. Ah, ok. Vous n'avez pas le droit. Si vous faites travailler un employé familial sans la déclarer d'abord à l'URSSAF, c'est la page emploi, elle peut vous poursuivre devant le tribunal. D'accord. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on est payé au SMIC? Non, en Côte d'Ivoire, on n'est pas payé au SMIC. Les familles elles disent, moi, je n'ai pas les moyens de payer. Déjà, je ne gagne même pas assez, donc je n'ai pas les moyens de payer mon employé familial au SMIC. Donc, mon combat se situe à ce niveau-là. Les payés au SMIC et surtout les déclarer à la CNPS. Wow. Une meilleure protection sociale. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, ces employés familiaux, voilà, j'y arrive, seront payés au SMIC? Moi, je garde l'espoir. Je garde l'espoir parce qu'il faut dire qu'il y a des familles qui ont la possibilité de les payer au SMIC. Le SMIC ici, c'est 62 000 francs. 62 000 francs. 65 000 francs. Il y a des familles qui payent déjà au SMIC. Je vais vous donner un exemple tout bête. Madame, elle gagne 100 000 francs par mois ou 102 000 francs par mois. Monsieur gagne, on a dit 150 000 francs par mois. Donc, le budget familial, le revenu familial, pardon, avoisine de 250 000, 300 000 francs par mois. Vous prenez la conseillère, elle dort chez vous. Si elle dort chez vous et que vous la payez 30 000, voire 40 000, sachez que vous la payez déjà au SMIC. Ah, ok. Ah, je comprends maintenant. Sachez que vous la payez au SMIC, puisqu'elle dort chez vous. Si on retire la partie logement, on retire la partie nourriture, et puis quand elle est malade, souvent on lui acheter des petits doliprane, des médicaments et tout ça. Voilà. Donc si vous retirez tout ça l'un dans l'autre, si vous lui donnez 30 à 40 000 francs, sachez que vous la payez au SMIC. Ah là, je comprends maintenant. Je pensais qu'en plus du fait qu'elle soit à la maison, il fallait lui payer le Si vous SMIC. avez les moyens, vous pouvez payer plus. D'accord. Ce sera avec Vous ne plaisir. soyez pas méchant. Alors, on va parler maintenant de distinction, Madame Sylvie Fofana, chevalier de l'ordre du mérite français. Quelle est l'histoire?
Alors, l'histoire, elle est simple. Il faut dire que faire du militantisme, c'est aussi ne pas obtenir du salaire. Ah. Vous savez, quand j'ai perdu mon emploi en 2012, depuis 2012 jusqu'en 2018, où j'ai laissé le flambeau à ma fille, pendant 6 ans, je n'ai pas eu de salaire. C'était dû au fait que vous étiez engagé pour une cause là-bas? Parce qu'en 2012, quand j'ai perdu mon emploi, que j'ai voulu rechercher un autre emploi, je suis allée faire des entretiens. Mais il suffisait de taper Sylvie Fofana sur Internet, parce qu'à l'époque, je suis passée à France 2 Télévision. Je suis passée tous les médias français, j'étais la coqueluche de tous les médias français. Donc il fallait taper dans Google Sylvie Fofana pour savoir que c'est elle qui revoltait les nounous. C'est ce qu'on disait de moi en France à l'époque. Oh là là. Donc je ne pouvais pas trouver du travail. Et du coup, j'ai décidé de me consacrer à plein temps à ce combat. Donc, quand on se consacre à plein temps à ce combat, on est remarqué par des dirigeants politiques. Et c'est là que l'ancienne ministre, Najat Belkacem, ministre des droits des femmes en France, m'a remarqué. Elle m'a proposé auprès du président de la République française, M. François Hollande à l'époque, que je sois déposée chez la Ligue du Nord. Mais je vous assure, j'ai reçu un courrier. Attention, j'ai reçu un courrier de la préfecture des polices de Paris. Et la préfecture me dit nous avons été sollicités pour déposer. Je croyais rêver. Parce que pour moi. Quel était l'état d'esprit Moi, je croyais rêver. Déjà, quand j'ai vu l'enveloppe, la préfecture, je me dis qu'est-ce que j'ai gâté là-bas pour que le préfet me convoque. Donc, vous donnez raison à ceux qui disent que l'Africain s'attend toujours au pire. Parfois, oui. Non, c'est vrai, parce que quand je commençais mon combat, il y a les mauvaises gens qui m'ont dit, mais toi, tu vas être rapatrié, comment on appelle ça? Tu vas te faire rapatrier dans ton pays. Donc, je disais non, je n'ai rien fait de mal, je défends le droit de laisser pour compte, je ne vois pas pourquoi me rapatrier. Et donc, la préfecture m'a demandé tout un tas de papiers pour que je sois en France, parce que je fais comme travail. Mais tout un tas de papiers. La paperasse. La paperasse. Et donc, je fournis tous ces papiers-là. Et 6 mois après, j'ai reçu le décret présidentiel qui était signé par le président François Hollande, me faisant chevalier de l'ordre du mérite. Alors, qu'est-ce qu'on se dit juste après? Qu'est-ce qui change après cette distinction? Je vous assure, quand j'ai eu cette distinction, c'était en 2000. La distinction, je l'ai reçue en 2016. En 2016, c'était à la Bourse de Travail où j'ai invité plus d'une centaine de compatriotes ivoiriens. J'avais les Français aussi, les camarades syndicalistes. Et lorsqu'on me remettait ma médaille, c'était Mme Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil d'égalité entre les hommes et les femmes, qui a remis ma médaille au nom du président de la République. Mais quand on me mettait ma médaille, je lui ai dit, c'est vrai. Waouh! Merci mon Dieu, parce que ce combat que je menais, je n'ai pas été compris par d'autres noms, par des noms qui m'ont reproché ce combat. Elles se sont dit, de quoi il s'est mêlé? Elle est venue nous faire perdre notre travail. Pourquoi venir nous dire d'aller défendre nos droits? Non, on se plaint comme ça. On se plaint parce qu'il y en a qui se sont résignés. Ils se sont dit, bah, déjà, à partir du moment où on a un travail, même si nous sommes exploités, c'est pas grave. Comme on le dit souvent, on est venu trouver ça comme ça, il faut le laisser. Et juste après, est-ce que vous intégrez l'univers professionnel? Est-ce que c'est facile? Non, je reste militant jusqu'en 2018. Je n'ai pas pu reprendre un travail. Je me suis conseillée jusqu'aujourd'hui, je fais du bénévolat pour cette cause. Oh là là. Vous en connaissez beaucoup qui font ça? Pas beaucoup. Officier de l'ordre du mérite ivoirien également. Oui, tout à fait. Alors en 2016. On va s'asseoir. Alors en 2016, au mois de novembre, la grande chancelière, Mme Amadou Dagué-Diabaté, est venue décorer à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France 200 personnalités, dont des Français et des Ivoiriens. Et je faisais partie de ces 200 personnalités où j'ai été décorée officier de l'ordre du mérite ivoirien parce que à travers ma décoration française, ils se sont dit elle a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire en France. Donc c'est tout naturel de la Côte d'Ivoire la récompense en lui donnant une médaille. Voilà, juste titre. Vous êtes également ambassadrice universelle de la paix. Oui, ambassadrice universelle de la paix. Vous savez, quand on se bat pour le droit
de laisser compte, le droit des nécessiteux, on s'est dit que c'est parce que nous prenons la paix. Parce qu'il ne peut pas avoir de justice sans paix. Il ne peut pas avoir de paix, pardon, j'allais dire, sans justice. Wow. Donc, j'ai été promu au titre d'ambassadrice par le FPU, qui est la Fédération universelle de la paix. C'est une fédération internationale. Et partout dans le monde, il y a des députés. Il y a des députés ambassadeurs de paix ici en Côte d'Ivoire. Il y a des imams ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire. Il y a des ministres ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que ça fait de côtoyer différentes personnes à différents niveaux sociaux? Je me dis, waouh, que du chemin parcouru, que de chemin parcouru. Moi, la nounou, aujourd'hui, qui se retrouve à côtoyer ces personnalités-là. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'en 2014, je fais partie du GOTA, le GOTA Noir de France. Le GOTA Noir de France met en exergue les Noirs qui ont réussi en France. Ah, qui sont des modèles de réussite. Qui sont des références. Des références. Voilà, donc en 2014, je suis parue dans ce ouvrage, du côté de, je crois, cette année ou l'année dernière, il y avait Asafo aussi qui faisait partie de cet ouvrage. Mais ce sont vraiment des personnalités qui sont assez connues en France, qui ont réussi et qui sont dans cet ouvrage. Nous restons vraiment véritablement fiers de vous. Alors pourquoi avoir choisi comme domaine l'esthétique des droits des femmes et de la garde d'enfants? Alors comme j'ai été garde d'enfants pendant 17 ans, c'est tout naturel que je continue de m'intéresser à ce métier-là, mais ce métier est exercé par des femmes. Donc tout naturellement, je défends le droit, j'essaie de défendre le droit. Alors est-ce qu'on ne vous taxe pas de féministe? Je suis une féministe. Je suis une féministe, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Je suis une féministe qui respecte son mari. Une féministe qui reste dans la cuisine de son couteau. Une féministe qui a des valeurs. Alors j'allais en venir, quand on poursuit cette cause assez noble, est-ce qu'on a véritablement du temps pour se consacrer à sa famille? Sinon, comment est-ce que vous êtes à la maison? Alors, je suis à la maison, je veux dire, la première chose que je fais le matin, je vais à la cuisine, je donne des consignes. C'est vrai que je n'ai pas le temps de faire à manger tous les jours, mais quand je peux, je le fais avec grand plaisir. Voilà, j'organise ma maison. Est-ce que monsieur vous soutient dans cette cause? Si oui, à quel degré? Ah non, je me soutiens énormément parce que quand on ne travaille pas, on ne ramène pas d'argent dans le foyer. Et quand on demande encore à monsieur d'aller parrainer encore ces événements, et s'il ne me soutenait pas, je ne pense pas que j'aurais pu continuer. À toi, ça aurait été difficile de continuer. Une qualité de monsieur qui vous a permis d'être assez long. Généreux, humain et à l'écoute des autres. Vous avez des enfants? Nous avons 5, 3, 10. Oh là là, la famille africaine. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Ça a été, voilà. C'est un honneur pour le magazine Jolie Day de vous recevoir en tant que femme leader, femme engagée, femme qui se met à la disposition de sa société, femme qui a un bon bagage intellectuel et aussi qui a su se positionner au niveau sociétal. Alors, votre mot de fin. Alors, déjà, c'est avec un honneur que je reçois le magazine Jolie Day en mon humble demeure. Et c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour la considération à l'endroit de ma modeste personne. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire. Mais votre choix s'est porté sur ma modeste personne. Je voudrais déjà vous dire merci. Et si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes à travers votre magazine, c'est que ne soyez plus belles. Et puis, ne vous taisez plus. Soyez belles. Ne vous taisez plus. Wow. Parce qu'on entendait, sois belle et tais-toi. Non, soyez belle et ne vous taisez pas. Quand je dis ne vous taisez plus, quand je dis ne vous taisez pas, je veux dire on peut s'imposer dans tous les sens, mais dans le respect. Je vous dis dans le respect. Moi aussi, j'ai mené mon combat pour les défavoriser, pour les laisser pour compte. C'était toujours dans le respect. J'ai toujours respecté autrui. Imposez-vous, faites-vous confiance.
quel que soit le métier que vous aurez choisi, donnez le meilleur de vous. Que vous soyez balayeuse de rue, que vous soyez femme de ménage, que vous soyez, je ne sais pas, quel que soit le métier que vous aurez choisi, prenez l'excellence. En tout cas, soyez la meilleure dans votre domaine de compétences. Alors, merci très chers amis de Jolidemac TV. Alors, cette émission était consacrée à Madame Sylvie Fofana. Rejoignez-la sur sa page officielle Sylvie Fofana officielle et retrouvez cette émission sur le www.joliday.com. Également dans le magazine Joliday, comme je le disais, j'étais en compagnie de la fondatrice de l'association des nounous d'Île-de-France en 2010, la fondatrice de l'association Le Woroba de la lutte contre la non-scolarisation des petites filles en Côte d'Ivoire en 2011, la fondatrice du syndicat professionnel des gardes d'enfants à domicile en avril 2012, la fondatrice de l'association de défense des droits des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire, mais également la chevalière de l'ordre du mérite français, l'officier de l'ordre du mérite ivoirien, l'ambassadrice universelle de la paix, également qui est très ancrée dans le domaine de l'expertise des droits des femmes et de la garde des enfants. Comme je le dis, restez toujours en notre compagnie et on se retrouve encore pour une prochaine édition. Cette émission a été chapeautée par Phoenix Productions International et merci de rester surtout toujours en notre compagnie. Bye bye.